c'est l'histoire de deux sœurs et de leurs relations. Complicité fusionnelle, affection indéfectible, mais aussi méchanceté, jalousie, grand ras-le-bol quand elles sont trop longtemps l'une sur l'autre, ou bien horrible manque si elles sont loin l'une de l'autre. Elles se sont donné rendez-vous dans leur maison d'enfance, en pleine forêt, au fin fond du Périgord, parce qu'elles doivent vider la maison. Et ça fait très longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Elles doivent le faire pendant 9 jours, et ces 9 jours vont aussi être l'occasion de se retrouver, de s'observer. Et pour la narratrice qui est l'aînée des deux, elle a 30 ans, la petite a 28, ce sera l'occasion de voir à quel point sa petite sœur a changé, est devenue une femme, adulte, indépendante, autonome. Et pour elle, c'est d'autant plus frappant que cette cadette ne parle pas. Elle est aphasique, et pendant leur enfance, c'est l'aînée qui parlait à sa place. Et ça a forcément causé des malentendus, des frustrations, mais aussi renforcé cette complicité entre elles. Le silence dans ce roman joue un grand rôle, et Elisa Dussapin parvient à faire entendre ce silence et aller au-delà des mots, grâce à la nourriture, grâce à la façon de se mouvoir. Maintenant qu'elle est grande et adulte, elle utilise par exemple son iPhone pour se faire comprendre, mais il y a plein d'autres moyens que des mots pour se parler. C'est un roman terrien, la nature y joue un rôle crucial, et c'est probablement le roman le plus personnel d'Elisa Dussapin. Il faut rappeler aussi que en 2021, Elisa Dussapin a reçu le National Book Award, qui est un prix américain prestigieux dont elle est la première lauréate contemporaine de langue française. Elle est traduite dans une trentaine de langues. Il y a d'abord un penthouse new-yorkais avec une atmosphère crépusculaire et un peu futuriste. C'est là que Iris raconte chaque soir à ses invités des histoires. Elle est entre la bête de foire et la maîtresse de maison. Ensuite, il y a Ling, qui travaille comme ouvrière dans une usine en Chine, une usine qui fabrique des poupées pour adultes. Dans le quotidien de Ling, le rapport au désir et à l'amour est complètement brouillé. Et puis enfin, il y a Ada Lovelace, qui est la fille de Lord Byron. Ada Lovelace, elle est une mathématicienne de génie, très à l'étroit dans une Angleterre victorienne absolument corsetée. L'autrice Martina Klavat-Detscher déploie une langue qui est à la fois poétique et mécanique pour raconter ces 3 âmes sœurs, et leur point commun, c'est l'invention de l'insoumission. Alors, pour Vendémiaire, Dévastation de Fumiko Hayashi. Fumiko Hayashi, c'est l'autrice japonaise la plus populaire du début du XXe siècle. Elle s'est fait connaître dès son premier roman culte, Vagabonde, un journal intime romancé dont on a publié l'année dernière la première traduction. On a eu envie de continuer à faire découvrir l'œuvre très riche de cette immense romancière qui est encore très peu connue en France. Dans Dévastation, Fumiko Hayashi dresse en 8 récits un tableau apocalyptique terrible du Japon meurtri par la Seconde Guerre mondiale. Elle prend à chaque fois le point de vue des personnages les plus faillibles, les plus fragiles de la société. Une jeune fille qui quitte sa famille pour se rendre à Tokyo, où elle tombe sous la domination d'un homme qui la force à travailler comme danseuse de cabaret. Un vieux menuisier qui, après s'être exilé à la campagne, retourne dans la capitale détruite par les incendies et les bombardements, à la recherche de sa petite fille qui a sans doute été tuée par les bombes. Un petit garçon qui raconte son quotidien de guerre et de privation à travers un regard à la fois naïf et plein d'espoir. Un jeune couple adultère qui s'interroge sur la décision à prendre face à une grossesse non désirée. Dans chacune de ces histoires, on retrouve ce qui fait la spécificité de Fumiko Hayashi. D'abord, une inspiration tirée de son expérience personnelle, parce qu'elle a eu une jeunesse très difficile. Elle a été ouvrière à la chaîne, vendeuse de rue, entraîneuse dans un cabaret. Ensuite, un style à la fois cru, désabusé et lyrique, entre la poésie et le réalisme.
Ce qui est très beau, c'est que dans chacune de ces histoires, la défiance des personnages est contrebalancée par une empathie très forte. L'amour, paternel ou maternel, la solidarité, l'amitié viennent à chaque fois s'opposer à la dureté des situations, à l'horreur de ce qui arrive aux personnages. Pour résumer, je dirais que c'est un livre qui offre un témoignage unique sur ce moment très particulier de l'histoire du Japon où il est touché au plus profond de sa dignité par les ravages de la guerre. C'est un témoignage d'autant plus important qu'il est offert ici par une écrivaine incontournable au sommet de son art. Le Temps des cerises, pour la rentrée littéraire 2023, vous propose un ouvrage d'un jeune auteur espagnol, pour la première fois traduit en français, et premier roman, en fait, de cet auteur, qui s'intitule Cervantes pour les chèvres, Marx pour les brebis. Son contexte, c'est celui de l'Espagne des années 30 et de la République espagnole. C'est l'histoire, en fait, du jeune Mateo, berger de son état. Un jeune vif, curieux, intelligent, mais qui se trouve à l'étroit dans le monde qui est le sien, et qui se met à déprimer tellement que ça inquiète sa mère, et que sa mère appelle son instituteur, qui apprécie en fait le jeune homme pour son intelligence et sa vivacité, et qui lui demande quoi faire. L'instituteur, Lazaro Esquirel, va donner à lire à Matteo le Don Quichotte de Cervantes. Et là, l'effet immédiat, il va à nouveau s'occuper de son troupeau, et comme il est tout seul sur la colline, et ben il lit à haute voix. Et là, curiosité, les chèvres, à la lecture du Don Quichotte, lèvent les sourcils et s'approchent de lui pour écouter ce qu'il dit. Une fois le Don Quichotte fini, Matteo redescend, et Lazaro lui donne le Capital de Marx. Matteo remonte sur la colline, à nouveau, en fait, fait une lecture à voix haute sur la colline de Marx, et là, surprise, ce sont les brebis qui viennent le voir. Quand Matteo voit ça, eh ben, il se dit que pourquoi pas faire la même chose avec les habitants de son village. Et ça va avoir le même effet qu'avec ses chèvres et ses brebis, c'est que les habitants du village, en fonction des livres les uns après les autres, vont venir écouter la lecture de Matteo. Et, chemin faisant, la réflexion vont éveiller la conscience des villageois du village de Matteo. En réalité, ce que nous propose Pablo Santiago Chiquero, l'auteur en fait, de l'ouvrage, c'est, dans le cadre d'une immense déclaration d'amour à la littérature, le livre, la littérature, peut porter la raison humaine, peut construire les transformations en fait, personnelles, mais aussi en fait, de la société. C'est un élément fondamental en fait, pour aujourd'hui. Cet ouvrage, qui est certes un peu épais, est à mettre entre toutes les mains. Pour les éditions de Siertes, je vais vous parler de Rhapsodie balkanique, premier roman de Maria Casanova-Moisset, traduit du bulgare par Marie Vrina et qui paraîtra en août. Rhapsodie balkanique, ce roman au titre qui résonne comme la musique magique et merveilleuse des Balkans, entre l'Orient et l'Occident, raconte l'itinéraire de Myriam, une jeune fille indépendante, libre d'esprit, et qui s'affranchit dès son plus jeune âge des codes et carcans de la Bulgarie des années 1920. Myriam est fantasque, elle est pleine d'imagination, puissante, un peu sorcière aussi parce qu'elle perçoit des choses imperceptibles pour les autres. Alors bien sûr, dans la Bulgarie des années 1920, pétrie de tradition, c'est un combat permanent pour la liberté qu'elle doit mener. D'abord en tant qu'enfant, puis jeune femme, pour grandir, s'épanouir comme elle l'entend. Ensuite, comme femme, pour tomber amoureuse et épouser l'homme dont elle a envie. Et enfin, comme mère, pour donner le meilleur à ses enfants, malgré des choix difficiles, voire impossibles. Par exemple, elle doit choisir quel enfant garder auprès d'elle, parce qu'elle n'a pas assez d'argent pour s'occuper des deux. Tout nous a plu dans ce roman de Maria Casanova, à commencer par son écriture tout en finesse. On est vraiment happé par le récit jusqu'aux dernières pages qu'on lit presque en apnée. Un autre élément intéressant de ce roman est que Maria Casanova s'est inspirée de l'histoire de sa propre grand-mère et de son père, et grâce à cette proximité, elle se permet à plusieurs moments d'interrompre le récit
pour questionner, interpeller les protagonistes. Par exemple, à un moment, elle demande à son arrière-grand-mère, mais comment est-ce que tu as pu, à un moment donné, rejeter ta propre fille, ou à son père, elle lui reproche de ne pas avoir parlé de cet épisode si marquant de son enfance. Si je devais résumer Rhapsodie balkanique, c'est un roman universel, très actuel, sur les ravages de l'intolérance et l'arbitraire des choix. C'est l'histoire d'un amour inconditionnel et sans limite, d'une femme qui se bat, une femme très forte qui se bat pour rester libre. Donc je suis Thomas Bou, des éditions Rue de l'Échiquier, et je vous présente aujourd'hui le premier roman traduit en français d'une autrice finlandaise qui s'appelle Annie Kotimäki, qui a reçu en 2020 le prix Finlandia pour son 3e roman. Celui que je vous présente aujourd'hui est son premier roman, intitulé Gorge d'or en français. C'est une fresque magistrale qui nous emporte dans la Finlande du début du XXe siècle. L'intrigue se déroule entre 1907 et 1937. On va découvrir la famille Stenfors, en particulier Eric, le fils, qui naît en 1896 et grandit aux côtés de son père, un propriétaire terrien, exploitant forestier, qui veut vraiment devenir riche grâce à l'exploitation de ses terres, mais aussi aux côtés de sa mère, qui elle est beaucoup plus poète dans l'âme, qui a un rapport assez poétique, voire magique avec la nature, qui va transmettre cette passion à Eric. On sera amené à rencontrer d'autres personnages. Lydia, une jeune ouvrière qui prend fait et cause pour la révolution communiste en Finlande, mais aussi Mala, la fille qu'ils auront avec Eric. Leur vie va en fait être tissée de toutes sortes d'événements historiques qui à l'époque viennent frapper l'histoire de la Finlande. Ce contexte historique est pour Annie Kotimäki le moyen de poser une question qui traverse absolument tout le roman et qui est comment résister au tourbillon de l'histoire quand on est d'abord convaincu que la nature incarne l'éternité. Et j'ai envie de finir avec une citation de notre formidable traductrice Anne-Colin Duterrail, lauréate du Grand Prix SGDL, ministère de la Culture, qui est sans doute la plus grande traductrice du finnois vers le français, et qui dit ceci: « Gorge d'or est l'un des plus fascinants romans qu'il m'ait été donné de traduire. Au-delà d'une captivante saga familiale teintée de réalisme magique et d'un plaidoyer pour le respect des espaces naturels, et avant tout de la forêt, ce roman reflète l'âme de la Finlande, un pays que j'aime particulièrement puisque j'ai eu la chance d'y vivre 3 ans. Et je dois dire que j'ai retrouvé des émotions, des sensations, des bruits, des odeurs qui sont ceux de ce magnifique pays. Murmure, c'est le récit à la première personne d'une femme incarcérée. Le monde dans lequel elle vit pourrait évoquer celui de La Servante écarlate et de Fahrenheit 451, mais il ressemble plutôt au nôtre. Dans ce monde, donc, la maternité est strictement encadrée. La liberté de disposer de son propre corps n'existe plus, si tant est qu'elle ait existé. Et la parole artistique féminine et féministe est littéralement muselée, censurée, effacée de la mémoire collective, afin d'annihiler toute revendication. Les femmes sont donc privées de voix et d'insurrection. Pourtant, une dissidence basse et clandestine perdure chez certaines qui, de femme en fille, de femme en femme, relaient un texte secret appris par cœur. Face à l'iniquité de son emprisonnement, la narratrice va chercher à sortir ce texte du murmure, du chuchotement, et elle va décider que ce texte ne peut plus demeurer secret, et donc elle l'écrit. Ainsi s'en passe dans le roman le texte de l'inconnu, pièce, roman choral où se succèdent différents personnages qui répondent à des noms génériques comme mère, grand enfant, la philosophe, maître avocate, et qui raconte l'histoire qui, en dépit de l'imprécision de l'ancrage, fait penser fortement au procès de Bobigny, dont on sait qu'il fut la pièce maîtresse et décisive
du droit à l'avortement tel que l'on connaît aujourd'hui. Murmure retranscrit l'histoire de ce combat avec une grande force poétique et rageuse. Il est fait d'un style éclatant, de phrases courtes, percutantes, tassantes. C'est un roman haletant qui, à travers ces deux récits mêlés, rend hommage à celles auxquelles les femmes doivent leur liberté et la conscience de sa fragilité. Le monde d'aujourd'hui en est l'illustration même. Dans le même temps, nous republions deux Caroline Daines, Trincadis, 15 000 exemplaires en grand format, dans la collection poche des Nomades. Merci de votre attention. Aussi en librairie le 31 août, la version qui n'intéresse personne, d'Emmanuel Perrault. C'est une descente aux enfers dans un décor mythique. C'est Dawson City, dans la vallée du Klondike au Yukon, à l'extrême nord-ouest du Canada. Sacha, 18 ans, s'installe là-bas avec son meilleur ami Tom. Ils sont inséparables, ils s'aiment à la folie, mais ils sortent pas ensemble et ça n'arrivera jamais. Du moins, c'est ce que croit Sacha. C'est le paradis. C'est une vie rustique dans des cabanes sans électricité ni eau courante, au sein d'une communauté de punk, anarchistes, féministes radicaux, musiciens, nomades. Pendant 8 ans, la vie est une grande fête perpétuelle et le monde extérieur n'existe plus. Sacha et Tom travaillent peu, boivent beaucoup, se droguent beaucoup. Ils font l'amour avec qui ils veulent, ils aiment qui ils veulent, ils sont parfaitement égaux. Ou du moins, c'est ce que croit Sacha. Mais quand elle tombe amoureuse d'un autre, Tom est incapable de l'accepter et se lance dans une campagne de salissage. Et là, Sacha se rend compte que sa réputation, son bien-être, sa vie, sa sécurité ne tenaient qu'au sentiment d'un garçon fragile, qu'on croira sur parole, et elle devient, aux yeux de toute sa communauté, une salope, une folle, une manipulatrice, une profiteuse, ainsi de suite. Et quand commence la pandémie, les Dawsonites, anxieux et paranoïaques, voient en elle le bouc émissaire parfait. Elle se retrouve en quarantaine dans une cabane isolée, seule avec un homme qui se prétend son ami. Si une agression devait survenir, qui la croirait? Est-ce qu'on voudrait même l'écouter? Elle raconte son histoire quand même. Une histoire où, aussi facilement que ça, une victime très imparfaite peut devenir l'accusée et devient l'objet d'une violence collective inouïe, aussi cruelle qu'absurde, commise par une communauté vouée à la combattre. En librairie, le 31 août, La diplomate de Lucie Friquet. Lucie Friquet, c'est l'autrice des Occasions manquées, finaliste au prix Médicis étranger et deuxième sélection du féminin étranger, toujours dans une traduction d'Isabelle Hubert. La diplomate, c'est 50 000 exemplaires vendus en Allemagne et 26 semaines parmi les best-sellers du Spiegel. 2 ans après avoir été démise de ses fonctions d'ambassadrice allemande en Uruguay, Frédéric Andermann est nommé consul d'Allemagne à Istanbul, sous le président Erdogan. Là-bas, elle doit travailler à faire libérer Meral, une galeriste germanophile aux opinions politiques dissidentes et emprisonnée. Quand le fils de Meral, Barış, atterrit en Turquie pour visiter sa mère en prison, il est immédiatement interdit de sortir du territoire et un peu plus tard assigné en résidence. Pourquoi? 5 ans plus tôt, à Berlin, Barış a participé à une petite manif pro-kurde, une quinzaine de participants. Fred apprend bientôt que ces renseignements-là ont été transmis au gouvernement turc par les services secrets allemands eux-mêmes. Quand un ami de Fred, un journaliste allemand basé à Istanbul, se voit à son tour assigné en résidence, Fred sera forcé de faire quelques entorses au protocole. Dans ce roman hyper réaliste, hilarant et enlevant, Lucie Friquet dresse le portrait d'une femme aux origines modestes ayant tout sacrifié pour une carrière d'élite. Une femme d'action forcée d'apprendre la patience, vertu par excellence des diplomates. Mais quand elle se retrouvera réduite au rôle de pantin impuissant devant sauver la face auprès de l'opinion publique pour un gouvernement qui joue contre elle en coulisses, sa patience atteindra sa limite. Après le succès de Une soupe à la grenade, le premier roman de Marcia Meran que nous avons publié en 2021, un roman qui a séduit 50 000 lecteurs, je vais vous présenter la suite de ce roman, Eau de rose et soda bread.
Mais c'est un roman qui peut se lire aussi indépendamment du premier. Donc on retrouve dans Autobus et Souda Bread les trois sœurs Aminpour, Marianne, Bahar et Leïla, dans le petit village irlandais où elles ont trouvé refuge après avoir fui la révolution iranienne pour ouvrir le fameux Babylone Café. Mais tout bascule lorsqu'une jeune fille est découverte échouée sur le rivage. Elle a le teint fantomatique, les mains palmées, et elle semble venir d'un autre monde et porte sur le ventre des blessures profondes, qui sont en réalité les traces d'un avortement clandestin auquel elle ne survivra que par l'intervention un peu miraculeuse de Estelle Del Monico, la bienfaisante pâtissière italienne, un peu fantasque, et les plats cuisinés par Marianne. Cette jeune fille est comme descendante des druides. C'est une guérisseuse un peu sorcière, dont les mains vont guérir tout ce qu'elle touche. On découvre en fait chez l'autrice un véritable amour pour l'Irlande, son pays d'adoption. C'est un roman qui célèbre les femmes, qui porte réellement en filigrane le long chemin d'individuation des femmes et la construction de leurs propres valeurs. Le féminisme est réellement le fil rouge qui sous-tend le roman. C'est d'ailleurs rare, un roman dans lequel les personnages masculins sont résolument au second plan. Les relations entre les sœurs sont aussi développées avec beaucoup de nuances, beaucoup de justesse. On entre vraiment dans l'intimité de leur relation, de leur foyer. On sait que tout ira bien pour elles. Et très franchement, on n'a pas très envie de les quitter à la fin du roman. On lirait bien un troisième tome. Et j'aimerais terminer sur un très court extrait. Cuisiner, c'est une façon parfaite d'exprimer son amour. Quand vous préparez un plat, vous n'êtes pas seulement en train de combler une faim physique, mais aussi un désir plus profond. Le désir d'un foyer, d'un endroit sûr où l'on peut se reposer. En août 2023, les Pérégrines publieront le livre de rose d'Emmanuel Favier dans la collection Les Audacieuses. Les Audacieuses, c'est une collection de littérature dans laquelle on demande à des écrivaines de mettre leur univers littéraire au service de la réécriture de la vie de leur héroïne. C'était tout naturel pour Emmanuel Favier de choisir la figure de Rose Valland, puisque Emmanuel Favier travaille depuis longtemps sur la question des spoliations, et des spoliations notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Rose Valland était la conservatrice par intérim du musée du Jeu de Paume pendant la Seconde Guerre mondiale. Le musée du Jeu de Paume, lui, était le lieu choisi par les Allemands pour stocker les milliers d'œuvres d'art qu'ils ont confisquées aux familles juives françaises pendant l'occupation. Ces œuvres d'art transitaient par le musée du Jeu de Paume avant d'être envoyées en Allemagne et en Autriche, où Hitler avait comme projet fou la construction d'un musée international concurrençant le Louvre. Rose Valland, qui était une figure très intègre, très discrète, va pendant toutes ces années minutieusement noter sur un carnet toutes les informations qui lui permettront de tracer, de noter la provenance et surtout la destination finale de ces œuvres d'art. Elle va, au péril de sa vie, méticuleusement, en regardant les dos des tableaux, en manipulant ce qu'elle peut, en récupérant des papiers dans les corbeilles des officiers allemands, noter ces informations sur un carnet pour restituer à la fin de la guerre ces œuvres d'art volées à leurs propriétaires. Emmanuel Favier, qui a un grand respect pour la figure de Rose Valland, va convoquer la figure d'une documentariste, une jeune femme de 42 ans, qui elle-même se pose des questions sur le plan personnel, sur le désir ou non qu'elle a d'avoir des enfants. Elle va découvrir par hasard la figure de Rose Valland et va s'en emparer. Au fil d'un journal d'enquête, elle permet au lecteur de découvrir le parcours de Rose Valland, son combat pour la sauvegarde des œuvres d'art, et elle va mêler ça aux interrogations propres de sa narratrice sur cette question de la transmission. Ce qui taraude Emmanuel Favier, c'est comment est-ce qu'une femme qui n'avait pas d'enfant a pu passer sa vie à sauver le patrimoine français pour les générations futures. C'est un texte intelligent, précis, sourcé, fouillé, bien écrit, qui nous permet de redécouvrir une des grandes figures de la résistance française. Nous sommes les éditions Lorman pour vous présenter Nocturne de Gibraltar de Gennaro Serio qui sort le prochain mois d'août. Vous connaissez certainement la maison d'édition pour les plis, mais cette année 2023, après donc 3 ans
de présence dans les librairies françaises, on va enfin ouvrir une nouvelle collection qui s'appelle la Plurabelle, une pluralité de beauté, donc comme c'est l'Europe, une collection de livres de littérature européenne. Et on est vraiment très fiers de commencer cette aventure avec un auteur qui a commencé à publier ses livres en Italie dans les éditions italiennes de Lorme Editore. L'auteur de Gibraltar, Prix Calvino, c'est vraiment un livre qui nous a fascinés jusqu'au début parce que c'est un livre qui parle de ce que veut dire aimer la littérature. C'est un livre qui est un sabotage du roman policier dans une façon qui nous rappelle Villa Matas, Bolagno. C'est une voie nouvelle, incontournable de la littérature italienne contemporaine. J'ai transformé l'écrivain espagnol Enrique Villamatas dans un personnage littéraire qui peut-être est le rêve de chaque écrivain. J'ai imaginé qu'il tue un jeune homme qui se rend à Barcelone pour un entretien. De cette image, j'ai imaginé la fuite de l'écrivain, l'enquête d'un détective qui est convaincu de la culpabilité de Villamatas. L'assistante du détective peut-être connaît des éléments de cette affaire qui d'abord cachent au détective même. Vive la littérature! Bonjour à toutes et tous. Cette année, à la rentrée littéraire, les éditions de l'Ogre publieront les 43 d'Iguala de Sergio González Rodríguez, traduit par Guillaume Contré. C'est une rentrée littéraire un peu différente de d'habitude, puisqu'il s'agit d'un texte de non-fiction d'un immense journaliste mexicain. Les 43 d'Iguala, c'est sa dernière enquête, et elle porte sur un événement qui a marqué le monde entier, la torture et le massacre de 43 étudiants de la ville d'Iguala, la nuit du 26 septembre 2014. Que s'est-il passé? Des étudiants ont été interceptés par la police alors qu'ils se rendaient à une manifestation, puis ont été remis au cartel des Guerreros Unidos avant d'être tués. Enfin ça, c'est la version institutionnelle que le gouvernement impose quelques jours après l'événement. Pourtant, il n'y a eu aucune enquête, et cette version est en totale contradiction avec nombre de pistes et de témoignages. Et tout le travail de Sergio, c'est de mener cette enquête, pour déconstruire le discours officiel et rétablir la logique à l'œuvre dans ce jeu vinicide. La question n'est plus seulement que s'est-il passé, mais surtout pourquoi et comment cela a-t-il pu se passer. Et ce qui se dessine rapidement, c'est que le gouvernement s'est servi de sa politique de lutte contre les narcos comme prétexte à la défense d'intérêts personnels et à la répression militaire d'un mouvement social. Et au-delà de l'enquête, les 43 d'Iguala prend aussi la forme d'un incroyable réquisitoire quasi prophétique contre l'impunité et la violence systémique des États contemporains. Sergio González Rodríguez, qui est mort en 2017, était probablement le journaliste mexicain le plus important de sa génération, de la trempe de Rizal Kapuscinski ou de Roberto Saviano. Et il est particulièrement connu pour une tétralogie de narco-récits sur les origines de la violence contemporaine au Mexique, dont fait partie les 43 d'Iguala, et que l'Ogre publiera entre 2023 et 2025. Et dans cette tétralogie, il y a aussi un livre que vous connaissez peut-être, Des eaux dans le désert, une enquête sur les féminicides de masse à Ciudad Juárez, qui paraîtra en septembre dans la nouvelle collection de semi-poche de l'Ogre, la collection Sirène. Vous l'aurez compris, Sergio González Rodríguez est un auteur très important pour moi. Son œuvre infuse depuis le début le catalogue de l'Ogre, et cela fait plusieurs années que je me battais pour obtenir ses droits. Je suis donc particulièrement heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui, et j'espère que ces combats vous marqueront autant que moi. Merci beaucoup.
L'univers, c'est le premier roman de Renaud de Chaumareix, qui est originaire du Pays Basque, dans lequel il vit toujours, et où il exerce en tant que conseiller dans l'éco-construction. L'histoire de l'univers débute sur une île privée, sur la côte de Gascogne. Sur cette île privée vivent le propriétaire de l'île et Tortue, son homme à tout faire. Donc sur cette île, depuis quelques jours, est arrivée Dorothée, la fille propriétaire, qui est revenue pour rester à son chevet parce qu'il est mourant. Donc quelques jours passent, et puis un événement assez intéressant, important arrive. Il y a une tempête, et le lendemain matin, Tortue, puis Dorothée, découvrent un iceberg échoué sur la plage. Bien évidemment, l'événement les perturbe. Le premier s'inquiète de voir son île et sa solitude menacées par la notoriété du phénomène. Et elle, en fait, elle cherche une explication et elle voudrait que le monde sache. Sinon, un élément extérieur va être introduit dans l'histoire, il est perturbateur, il va faire augmenter la tension dans le texte immédiatement. Au terme de 3 jours, la vie des différents personnages est bouleversée. Moi, j'en dis pas plus parce qu'en fait, c'est un livre à suspense. J'aurais voulu vous donner des références, mais j'en ai pas trouvé, en fait. Donc, je pense que c'est un indice de son originalité. C'est un texte qui va trouver son public, même si c'est public. Il a plusieurs dimensions. D'abord, il y a cette île privée où la nature est abondante. C'est un huis clos naturel, en fait, aussi fascinant qu'étouffant. Ensuite, il y a cette histoire de père-fille, cette relation père-fille. Il y a aussi une histoire d'amour. Et puis, il y a un questionnement en filigrane, en fait, sur nos craintes contemporaines, nos préoccupations contemporaines, écologiques et sociétales, en lien avec cet iceberg. C'est un style, en fait, assez ramassé et avec très imagé. Il y a beaucoup de descriptions enivrantes de la nature. En fait, l'auteur, Renaud de Chaumareix, réussit à créer une atmosphère de rêve, presque fantastique sans l'être, parce que tout est vraisemblable. En fait, le suspense tient tout le livre. C'est un page-turner. Ce sont 200 pages que moi, j'ai pas pu lâcher, et qui m'ont habité longtemps, d'un point de vue sensoriel. Et pour finir, Renaud de Chaumareix m'a dit qu'il fallait 1000 hivers pour qu'un glacier se constitue. Et du coup, je pense que c'est un bon titre et vous en souviendrez. Merci. Ce récit, La Reverdie, c'est l'histoire d'une femme, trentenaire, presque quarantenaire, Louise, qui tombe amoureuse d'un homme en même temps qu'elle tombe amoureuse de la couleur verte. Et tout ce livre, en fait, c'est le récit de cette quête qu'a cette femme pour libérer le vert des slogans publicitaires. Et à travers cette quête, elle raconte sa vie, en fait, tout en fragments, avec beaucoup d'intensité, dans lequel elle mêle à la fois des épisodes plus durs de sa vie, à la fois son amour de la littérature, toutes ses considérations écologiques sur le vivant, sur les séparations, sur l'amour. Avec tous ces fragments, elle tisse un fil qui, en fait, est extrêmement intense. Et ce qui fait que moi, j'ai commencé un samedi matin, je l'ai terminé le samedi soir sans pouvoir le reposer le feu. Donc c'est vraiment une histoire qui vous prend. Elle vous prend aussi parce que elle nous fait du bien. C'est-à-dire que comme c'est très intime, c'est aussi très universel. Donc ça vient nous toucher quelque chose de très personnel chez chacun. Alors, pour une éditrice, ça a été plutôt les séparations dont elle parle. Pour moi, c'était plutôt ce côté un peu audacieux de je reprends une victoire sur ma vie. Pour un éditeur, ça a été plutôt quand elle parle de son corps vieillissant. Donc, on est tous touchés en fait par cette histoire. C'est vraiment le récit d'une femme d'aujourd'hui, quoi. C'est très contemporain. C'est son 3e roman, à Louise Brouez, et on sent que sa qualité littéraire a vraiment progressé. On ne peut pas parler de maturité, mais il y a une notion d'affirmation. Et ça en fait un texte extrêmement audacieux, qui pourrait bien créer la surprise à la rentrée littéraire. Hors sol, le premier titre de la rentrée littéraire de Mémoire Macrier, c'est un livre, comme on dit souvent, magnifique. Un premier roman d'un jeune franco-coréen,
et qui nous a complètement surpris à Mémoire d'un crié, avec une écriture très forte, très belle, et surtout la question de ce personnage, Alva, qui vit entre des pays différents, qui cherche en fait son ancrage qui n'est nulle part. Alva avait quitté Paris. Il était à Montréal. Il serait peut-être ailleurs dans quelques années. Le nomade moderne, qui usait du luxe inouï de l'exil volontaire, s'adaptait certes. Mais que restait-il de ses racines? Avait-elle, comme celle de ses plantes, perdu toute force, tout ancrage, habitué qu'il était à flotter dans le confort de ce monde qui se donnait à lui sans effort? Il était hors sol, là comme ailleurs. Être hors sol, pour moi, c'est être déraciné, c'est être en situation d'exil, c'est avoir ce flottement d'identité qui a donné naissance au livre et qui m'a fait imaginer ce personnage étrange qui va être à l'image des plantes qu'il cultive hors sol, justement, dans une serre hydroponique. Toute la question, elle est là. Lui se sent sans racines, ses plantes sont très belles mais elles sont très fragiles. Alors voilà, il y a une sorte de communion d'esprit entre lui et ce qu'il cultive, et il y a une sorte de volonté de se recréer un monde, et toute la question que pose le livre, c'est de savoir s'il va y arriver. Pour vous dire un secret, c'est que quand j'ai lu ce roman, en fait, c'est difficile à croire que c'est un premier roman, l'écriture est tellement maîtrisée, on dit mais non, c'est pas possible. J'ai dû rencontrer l'auteur pour me rassurer que c'était un premier roman. C'est du pur bonheur. Le deuxième titre de la rentrée littéraire de Mémoire d'un crié, c'est Le violon d'Adrien de Gary Victor. Gary Victor, c'est le king créole, c'est un roi qui est installé en Haïti, dans son royaume. Et c'est là que Gary vit, c'est là que Gary écrit. Et Adrien, c'est ce jeune homme qui veut à tout prix avoir un violon pour devenir un être humain, pour devenir un violoniste. Et ce livre a la particularité de rassembler ce qu'est Gary. Il y a deux Gary Victor, un Gary assez familial dans le roman intime et un autre Gary, le Gary du polar, le Gary qui fait rire, le Gary qui éclate, le Gary qui explose. Et on a réussi à associer l'intime et l'extravagant. Donc, je vous assure, c'est un roman qui vous fera découvrir Haïti, la dictature, la misère, mais aussi l'espoir. L'espoir d'un peuple debout. L'espoir avec Gary Victor. Merci. Dernier rendez-vous avec la Lady de Mateo Garcia Elizondo est le premier roman traduit en français de cet écrivain mexicain que nous publions en août aux éditions Maurice Nadeau. Mateo Garcia Elizondo a récemment été inclus à la liste Granta des jeunes talents en langue espagnole et il est accessoirement le petit-fils de Gabriel Garcia Marquez. Dernier rendez-vous avec la Lady est l'histoire d'un jeune homme qui décide de se rendre dans un village isolé et spectral du Mexique, El Zapotal, pour y prendre une dernière dose d'héroïne et y mourir. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu et le roman se présente comme un voyage hallucinatoire où les péripéties palpitantes vont s'enchaîner, où par exemple des individus qu'il ne connaît pas se pointent dans sa chambre d'hôtel miteuse pour lui demander d'accomplir des missions toutes plus folles les unes que les autres. Cet extraordinaire premier roman peut faire penser à la prose de Juan Rulfo dans Pedro Páramo par son style hypnotique, mais c'est un roman aussi extrêmement contemporain dans sa vision féroce de notre monde qu'il donne et dans ses questionnements sur le sens de la vie et le sens du désir dans nos sociétés contemporaines. Parce que la Lady, c'est l'héroïne, au deux sens du terme, mais c'est aussi la femme fatale, c'est aussi l'amoureuse, celle que comme Dante ou Orphée on va chercher dans les profondeurs des enfers, et puis c'est aussi évidemment la figure de la mort, mais une mort joyeuse et espiègle, si chère à la culture mexicaine, ce dernier rendez-vous avec la mort que nous devrons tous honorer et auquel nous devrons tous faire face. On retrouve dans cette quête initiatique à l'humour grinçant et au suspense haletant, ce réalisme magique qui a fait la puissance et le succès de la littérature sud-américaine et qui évidemment nous a séduits. Bonjour, je suis Benoît Peters, le responsable des impressions nouvelles, et je vous présente le roman « Mon nom ne vous dira rien »
de Jean-Luc Outers. Jean-Luc Outers est romancier chez Actes Sud, chez Gallimard, notamment dans la collection L'Infini. Il a été l'éditeur des Lettres de refus d'Henri Michaud, donc c'est non. L'éditeur des lettres de Dominique Rollin à Philippe Solers. Mais ici, c'est comme romancier qu'on le retrouve. Et mon nom ne vous dira rien, c'est le récit d'une semaine folle, celle du narrateur, un reporter sportif d'une 50aine d'années qui croit qu'il va profiter de quelques jours de calme, tandis que sa femme, psychologue, est appelée comme en mission auprès de militaires belges en Afghanistan, ça se passe il y a quelques années. Or, cette semaine qui aurait dû être calme va devenir folle. Et tout commence autour d'un bocal de poissons rouges. Les poissons rouges lui ont été confiés, la nourriture est posée, ce sont les poissons rouges de son petit-fils. Et quand sa femme rentre, elle dit « on peut vraiment rien te confier, on peut rien te demander, les poissons rouges sont morts ». Or, ce dont ne se doute pas sa femme, c'est que cette semaine a été riche en événements incroyables, qu'à force de vouloir dire oui à toutes et tous, de s'occuper de chacun, de se dévouer de son mieux, il a glissé dans cette semaine un voyage à Venise, un voyage express à Rome, est venu au secours d'un ami dont la femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer, a dépanné son fils en s'occupant constamment de son petit-fils, a renoué avec une ex qui aimerait bien reprendre leur histoire, et tout cela s'est entremêlé dans un mélange de tendresse et de tension qui fait vraiment que Mon monde ne vous dira rien est un roman haletant, un roman touchant, un roman où on rit beaucoup tout en se demandant tout d'un coup si on avait vraiment raison de rire, car l'histoire est assez grave finalement. C'est un beau roman qu'on ne lâche pas et que je vous invite à lire en espérant que vous aurez le même enthousiasme que moi. Je suis Marie-Armand des éditions Hors d'Atteinte et je vous présente un roman qui s'appelle Les Nouveaux Venus, qui est un premier roman par Adèle Gascuel, qui est une autrice de théâtre, qui est aussi actrice et metteuse en scène. Dans ce roman, il est question d'une tempête qui va bientôt s'abattre sur Paris, dont tout le monde a très peur. On commence à faire des stocks de papier toilette et de pâtes. On se demande s'il vaut mieux attacher les pieds de la tour Eiffel ou l'enterrer un peu plus pour l'empêcher de s'envoler. Finalement, la tempête passe. Il y a pas mal de destruction, quelques morts et surtout des individus qui sont apparus, qu'on appelle rapidement les nouveaux venus, qui sont assez nombreux, qui nous ressemblent, mais qu'on ne pourrait pas confondre avec nous. Et dont la première particularité est que quand on en parle une phrase au masculin, une phrase au féminin. Le masculin neutre a disparu. Michel Houellebecq s'empare immédiatement de cette nouvelle pour expliquer que le grand remplacement qu'il prévoyait depuis longtemps est advenu. Des féministes se lancent dans la brèche en ajoutant au yel de l'écriture inclusive un E, un U et un IL. Les États-Unis proposent d'utiliser l'arme nucléaire pour détruire Paris et se défaire de ces individus étranges. Kim Kardashian lance un hashtag I Save Paris en proposant de reconstituer des bouts de la ville dans son jardin et en invitant des stars internationales à faire de même. Et puis finalement, les nouveaux venus s'installent en des comportements qui interrogent. Face à eux, des hordes de craintifs se composent pour leur montrer leur hostilité et le fait qu'ils ne sont pas bienvenus. Est-ce que les nouveaux venus vont rester? Est-ce qu'on sera capable d'entendre et d'accepter ce qu'ils sont venus nous dire? C'est un roman qui est à la fois très nostalgique et très drôle, jubilatoire et angoissant. Un peu dystopique et très utopique. Entre Black Mirror et L'An 01, un roman qui nous interroge profondément sur qui on est, où on en est, pourquoi on en est là et qui nous habite longtemps. Bonjour, je vais vous présenter le livre de la rentrée littéraire pour les éditions La Manche Bâtonnière. Ce livre s'appelle À ce soir, c'est le deuxième roman de J. Verneuil. Pour commencer, je voudrais vous citer une petite phrase de Marie-Claire Blais. Le narrateur a l'impression, lorsqu'il est aimé, de vivre dans une forêt auprès de tendres bêtes. Et cette phrase, c'est un peu le point de départ de ce roman. À ce soir, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour. Le narrateur
est amoureux d'une femme, d'un homme, qui s'appelle Tabata. Tabata, elle a des formes multiples. Elle peut être une et parfois multiple, elle peut être garçon, elle peut être fille, elle peut être humain et parfois même animal. C'est à travers ce roman, cette quête amoureuse, qu'on va voir les multiples formes de Tabata et les multiples formes de l'amour. À ce soir, c'est aussi une longue balade à travers les îles, à travers la Sicile, à travers l'île Saint-Louis à Paris, et également à travers une île des tropiques, une île imaginaire. Ces balades dans les îles vont être aussi l'objet de multiples rencontres de Tabata. Pourquoi ce titre? À ce soir, c'est à la fois l'expression d'une crainte, la crainte d'un amour qui ne durera qu'une journée, d'un amour éphémère, mais c'est aussi, à l'impératif, le miracle d'amour qui renaît chaque jour, qui continue, qui dure, et en même temps, c'est le miracle d'un amour qui se renouvelle jour après jour. Et cet amour se renouvelle à travers les métamorphoses de Tabata. Selon les premiers retours de lecture, c'est un roman plein d'humour et qui transpire d'amour. C'est, à mon avis, ce mot transpirer d'amour ne peut laisser indifférent les lecteurs. Aussi, le caractère original et émouvant de ce roman est bien la franchise avec laquelle le narrateur se met à nu. Je vous remercie pour votre curiosité et vous souhaite une belle lecture. Alors Sophie, tu vas nous présenter la première rentrée littéraire de Fugue. C'est donc un premier roman. Il a pour titre Dans l'œil de la tempête de Clémence Renard. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi ça parle? Ça se passe à Chicago aujourd'hui. C'est l'histoire de 3 personnages, de Céleste, de Suzanne et d'Anthony. Et pendant qu'on voit leur destin s'accomplir en quelques jours, on sent un cyclone sur le point de dévaster probablement la ville. On a Céleste qui a une vingtaine d'années, qui a fui, on le comprend progressivement, un père abusif. On suit aussi la trajectoire d'Anthony, qui a à peu près son âge, qui est un jeune homme très peu avantagé par la nature, on va dire, et qui espère tomber sa solitude grâce aux applications et aux réseaux sociaux. Et on suit la trajectoire de Suzanne, qui a une quarantaine d'années, et qui, elle, est dévorée de tocs, qui sont une espèce de sauvagerie comme ça qui bouillonne sous la surface dans un univers évangéliste extrêmement corseté, extrêmement surveillé et contrôlé. Donc tu as dit qu'il y a un ouragan qui approche. Tu peux nous dire un peu l'atmosphère générale de ce livre? C'est assez oppressant, c'est aussi assez drôle. L'atmosphère, elle est un peu Hitchcockienne à l'image de la couverture qu'on a choisie pour ce livre. Elle évoque des romans, toujours dans la littérature anglo-saxonne, c'est-à-dire ces romans très réalistes qui nous emmènent dans quelque chose qui est proche du cauchemar. Et Clémence Renard, qui est-elle? Alors Clémence Renard, c'est une jeune autrice de 31 ans qui a longtemps vécu à Chicago, donc c'est un univers et une société qu'elle connaît très bien. Elle t'a envoyé son manuscrit par la poste, tu l'as lu et tu l'as aimé. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment embarqué dès les premières pages. En fait, il y a cette écriture très précise et très prenante. Clémence a réussi avec ce premier roman ce tour de force d'évoquer des thématiques hyper contemporaines du monde dans lequel on vit, très connecté, très contrôlé, et en même temps de faire entendre l'espèce de désir de liberté, de sauvagerie qui bouillonne à l'intérieur de ces personnages, et qu'elle réussit à incarner ces histoires de manière extrêmement impressionnante pour un premier roman. La Fossoyause présente à cette rentrée littéraire un livre d'Edgar Meliti qui s'appelle Le Grand Surplomb. Et c'est en sous-titre Le Retour au monde analogue. Qu'est-ce qui est passé dans la tête d'Edgar Meliti pour se mettre dans les traces du Grand Daumal et de monter à son tour une expédition au monde analogue? Parce que le monde analogue de René Daumal, texte écrit entre 1939 et 1944, publié après la guerre, est une sorte de panthéon littéraire, livre de chevet de François Mitterrand,
Spirit par la Beat Génération, aimé aussi par Patti Smith qui a écrit des textes là-dessus. C'est vraiment un grand classique de la littérature. Il a failli être adapté au cinéma et on avait pensé à Charlton Heston, à Glenn Ford pour jouer dedans. Là, Edgar Melletti monte une nouvelle expédition avec Chanoine Lipton, prêtre défroqué, scientifique de valeur médiocre et surtout adepte du palindrome et de l'anagramme. Il pense que lui va réussir l'ascension en trouvant le vrai sens des mots. Donc qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'Edgar Melletti? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a eu un petit peu peur. Donc Edgar Melletti, c'est un pseudonyme. Et donc j'invite le libraire sagace à essayer de trouver qui est caché derrière Edgar Melletti. En août, on publie un roman de Dimitri Kanchelov qui s'appelle Vie et mort de Vernon Sullivan. Alors l'histoire commence en juin 1946 et devant un cinéma, on a Boris Vian et un de ses amis, l'éditeur Jean Dalloin. Et Jean, comme tous les éditeurs, se plaint parce qu'il ne vend pas de livres. Il a absolument, vraiment besoin d'un best-seller pour faire décoller les éditions du Scorpion. Vian lui dit, c'est simple, s'il te faut un best-seller, moi je vais t'en écrire un. Je vais même te faire un best-seller américain. Tout le monde se moque un peu de lui, mais 10 jours plus tard, Boris Vian revient avec « J'irai cracher sur vos tombes », pour lequel il a inventé un auteur, qui sera Vernon Sullivan, et pour lequel il se pose en tant que traducteur. Très vite, le succès est au rendez-vous, même un succès de scandale. Il y a un procès, on en parle beaucoup, etc. Et Boris jubile, le canular fonctionne remarquablement bien. Mais un peu trop bien, justement, et très vite, ce canular devient une véritable malédiction. L'œuvre officielle de Boris est complètement cachée par le succès de Vernon Sullivan et par le scandale de Vernon Sullivan. L'écume des jours, par exemple, va faire un véritable flop. Et petit à petit, dans toutes les années qui vont suivre, jusqu'à sa mort, le succès de Vernon Sullivan sera finalement la malédiction de Boris Vian. Et en fait, Dimitri Kanchelov a écrit un livre extrêmement vivant, plein de fantaisie. Son style est quasiment hypnosien dans ce livre. C'est bourré de clins d'œil, c'est plein de vie, c'est plein de rythme. C'est un livre qui nous hâte dès les toutes premières pages et nous transporte tout de suite dans Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. C'est assez jouissif. En tout cas, nous, on est très très fiers de publier ce roman. C'est un véritable plaisir de lecture. En invité, c'est un roman qui appartient à un cycle composé par Peter Korczek, qui a pour nom le vieux siècle et qui l'a occupé toute sa vie durant. Son projet à Korczek, c'était d'écrire sur un quartier de Francfort dans les années 83 et 84. Et en invité, c'est la meilleure introduction possible à la fois à l'œuvre de Korczek et à son projet d'écriture. Le narrateur, qui est romancier, vient de se séparer de sa femme, Sibylle, et de leur fille, Karina. Il se trouve accueilli par des amis, en invité, donc, dans un bureau, sous les toits. Et depuis ce bureau, il écrit sur Francfort, il écrit sur la nécessité économique dans laquelle il se trouve, et il écrit sur son envie d'écrire. Tout d'abord, ce roman, c'est le livre du lieu. Francfort est très présent. Et c'est aussi le livre de l'errance. Korczek décrit les quartiers, des très belles pages, on pourrait dire topographiques ou géographiques, et en même temps il rêve au sud, un sud imaginaire qui pour lui est situé entre l'Ardèche et le Gard. Donc livre du lieu, de l'errance, livre du lien aussi. Pourquoi du lien? Parce que en invité, c'est le roman de l'amour paternel, qui est un thème, au fond, peu traité dans la littérature contemporaine. Livre aussi de la vocation d'écrire. Le narrateur a ce désir d'écrire et on trouve des chapitres entiers
consacré à l'espoir dans l'écriture, à la croyance que écrire, ça va nous changer nous-mêmes, changer notre quartier à Francfort et peut-être le monde. Il n'y a aucun hasard au fait que ce soit Cécile Weisbrod, qui est elle-même romancière et traductrice, en fait, qui se soit attelée à l'œuvre de Peter Korczek. Ce qui nous a vraiment décidé à le publier, Peter Korczek, c'est que au fond, même si la comparaison peut paraître autoritaire, le projet de Peter Korczek il est comparable uniquement au projet proustien. C'est vraiment le projet de la recomposition d'un monde. Et quand les libraires le liront, ils verront immédiatement en fait à quel type de lecteur ce roman s'adresse. Et Korczek, il fait son lecteur. Au bout de 10 pages, on est pris presque stupéfait en fait d'être le lecteur de ce roman. Pour la rentrée littéraire 2023, je vous présente le roman Le Caprice de vivre de Jad Hilal, à paraître le 22 août. C'est l'histoire de 3 trentenaires d'origine arabe qui vivent ensemble à Paris depuis leurs années estudiantines. Il y a Oumam, le narrateur, qui est un écrivain raté et qui désire follement, sans que ça n'aboutisse, sa colocatrice Warda, qui est une journaliste, femme engagée, qui a pour credo vérité et justice, une femme libre à la sexualité débridée. Le troisième personnage du roman est Suleiman. Suleiman, c'est la force tranquille du groupe et qui s'intéresse beaucoup plus à la cause animale qu'à la justice des hommes. Les 2 garçons de la colocation sont, on va dire, aux ordres de Warda, qui est une jusqu'au-boutiste et qui a un caractère bien trempé. Et ils vont voir leur relation rencontrer quelques accros, et notamment autour de la question identitaire. Le Caprice de vivre, c'est une histoire d'amour sous haute tension, moderne et crue, et c'est ce qui nous a intéressés, séduits aux éditions Elisade, ainsi que l'écriture, une écriture alerte, un ton léger, avec des petites pointes d'humour. Et ce qui nous a également plu, ce sont ces personnages, comme je le disais, d'origine arabe, et qui sont complètement décomplexés, ce qui est rare dans nos littératures, et qui nous offrent un portrait à l'envers des clichés et des reproductions identitaires habituelles. Définir le caprice de vivre, c'est 3 Arabes à Paris, version rock'n'roll, sexe, amour et humour. Nous publions le 31 août La Grosse d'Isabella Figueiredo. Nous avons découvert l'auteure portugaise Isabella Figueiredo et ses 2 premiers textes en même temps. J'ai un souvenir d'un moment de lecture vraiment très fort. Isabella Figueiredo est une voix montante au Portugal, très importante, et c'est aussi une voix dérangeante. Elle est de plus en plus lue et traduite dans de nombreux pays. Nous avons commencé il y a 2 ans par publier le carnet de mémoire coloniale dans lequel elle revenait sur son enfance au Mozambique, ancienne colonie portugaise. Ce livre a rencontré un très beau succès en France. C'est l'histoire de Maria Luisa qui naît au Mozambique et qui, à l'âge de 11 ans, doit le fuir seule pour le Portugal. Après 10 ans d'absence, ses parents vont la rejoindre. Elle est alors déjà jeune adulte. On rentre dans la vie de Maria Luisa au travers de ses souvenirs. Donc des souvenirs qui vont de l'adolescence à l'âge adulte, des souvenirs de ses années d'internat, de faculté, des moments familiaux partagés dans l'appartement, et de sa grande histoire d'amour, son histoire passionnée. C'est cette vie-là, qui est construite de façon très intelligente et très très solide, est marquée par 2 choses. La première, c'est
son origine, disons, sociale. Elle est fille de colon, et être fille de colon dans le Portugal post-révolution des œillets est une chose qui n'est pas simple à porter. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est en surpoids, depuis toujours. Et ces deux particularités vont influencer profondément ses relations amicales, familiales, professionnelles et bien entendu amoureuses. La Cruz fait partie de ces œuvres qui, partant d'expériences intimes, révèlent en fait les subtilités et les déchirures des relations humaines et aussi de l'histoire. Ici, histoire du Portugal et histoire coloniale qui rencontrent un fort écho en France. C'est aussi un texte très juste sur le corps comme lieu d'interrogation sociale. Acceptation de notre corps par les autres, comment notre corps conditionne notre position dans la société, nos origines aussi, et l'amour, comment il s'en sort dans tout ça. Un texte servi par un ton ferme et une langue subtile et généreuse d'une grande écrivaine. Édition Bruno Doucet, rentrée littéraire de septembre 2023. Moi, je suis très heureux de vous annoncer que nous publions le premier recueil d'un grand monsieur de la littérature française, Olivier Adam. Olivier Adam, nous le connaissons depuis son premier livre paru en 2000. Personne ne savait qu'il écrivait de la poésie, que cette poésie était peut-être réservée à l'intime, à l'expression de cette intimité, mais qu'il a décidé de nous la confier pour la livrer à un vaste public. Cette poésie est une poésie qui chante, c'est une poésie musicale. Les références à la chanson, à la musique sont innombrables. Léonard Cohen, Dominique A, Jean-Louis Murat, des chanteurs qu'il affectionne. Mais la littérature aussi, celle de Patrick Modiano. Et puis, c'est une poésie qui évoque l'enfance, les départs en vacances, les bleus, les écorchures, l'amour, la découverte de la sensualité, les pages, cette petite maison sur la falaise dans une embrasure du littoral. Une poésie simple, immédiate, sensible, qui nous appelle au fond à une expérience immersive dans la musique des mots. Je voudrais vous faire entendre un texte que nous avons extrait de ce livre, intitulé « Personne n'a besoin de savoir », un texte intitulé « Lisière », publié dans l'anthologie « Frontières, petit atlas poétique » à l'occasion du 25e Printemps des poètes. Lisière. En lisière, à l'orée, en ceinture, à la marge, aux confins, en bordure, aux frontières, aux contours, aux limites, aux carrefours. En lisière et nulle part, les lueurs, les pleins phares. Mais qui sait où est le centre et de quoi nous faisons le tour. Inutile de vous dire que cette poésie, je l'aime. C'est la raison pour laquelle nous la publions. Je pense qu'il va rencontrer un large public, que beaucoup de gens vont découvrir avec enthousiasme son écriture poétique. C'est une poésie vraiment ouverte et offerte aux autres. Bonjour, je suis Laurence Gudin et je vais vous parler de La Nuit au pas d'Isabelle Corna. Quel est votre paysage originel? C'est souvent celui de l'enfance, mais pas toujours. Il peut être multiple. Chez Isabelle Corna, elle passe des rives du Léman de son enfance à Moscou. Moscou, elle a vécu 7-8 ans en qualité de slaviste et en tant que correspondante pour la radio-télévision suisse. Moscou qui lui est aujourd'hui inaccessible. Et La Nuit au pas lui permet de revenir sur son rapport à cette ville et qui s'efface peu à peu dans sa mémoire. La Nuit au pas est son premier texte d'un récit en prose poétique qui procède par narration circulaire. Elle utilise et dessine la ville avec les moyens de la psychogéographie et elle s'attarde surtout sur les éléments invisibles aux touristes. On pénètre ainsi dans les cours intérieurs qui sont chers au récit des auteurs soviétiques. On étudie
la gentrification galopante de la ville depuis les années 2000. On rentre aussi dans certains bâtiments qui sont des bâtiments semi-publics où, par exemple, l'université ou l'absurdité soviétique fait encore loi, puisque la journée des portes ouvertes s'achève par une fermeture presque totale de tout, à l'exception de quelques salles ouvertes au public. Son récit ménage aussi des allers et retours dans la Russie jusqu'au cercle polaire. On a des incursions notamment dans la ville invisible, Arzamas 16, qui était une ville fantôme qui n'existait pas sur les cartes parce que c'était là où on construisait la bombe atomique. Dans tout ce récit, il y a les déflagrations. Les déflagrations évidemment de la guerre qui apparaissent à chaque détour et qui peu à peu mènent à l'autodestruction. Jusqu'à cette question qui me semble extrêmement importante, Moscou survivra-t-elle moralement à la guerre ? Bonjour, je suis Manon Viard des éditions de l'Aube et je vais vous présenter le premier roman de l'auteure ghanéenne Peace Adomedié qui s'appelle Sa seule épouse. Le roman s'ouvre avec une cérémonie de mariage traditionnel ghanéen entre une jeune couturière qui s'appelle Afi et celui qui va devenir son mari qui s'appelle Eli. Le ton est donné tout de suite puisque d'une part le mari n'est pas présent à la cérémonie et d'autre part on voit les deux familles se rencontrer et on voit tout de suite que ces deux familles viennent de deux mondes totalement différents. D'une part sa famille elle, nombreuse, décontractée mais venant d'un milieu extrêmement modeste. Et de l'autre, la famille du marié, beaucoup plus guindée, beaucoup moins nombreuse, mais extrêmement riche. Le fait d'épouser Eli, qui est un beau jeune homme, brillant et extrêmement riche, va évidemment lui ouvrir les portes sur une existence totalement différente, mais surtout va permettre à sa mère et à l'ensemble de sa famille de bénéficier de privilèges qu'ils n'ont jamais connus. Donc une fois que le mariage est célébré, Afi va se retrouver installée à Accra, qui est la capitale du Ghana, dans un appartement extrêmement luxueux et dans lequel pendant plusieurs semaines elle va attendre que son mari daigne venir la rencontrer. C'est parce que le fameux Eli est amoureux d'une autre femme depuis des années, une femme que sa famille désapprouve, et donc ils se sont dit qu'en arrangeant ce mariage ils allaient réussir à ce qu'Eli revienne dans le droit chemin, si j'ose dire, et donc oublie sa compagne. Une fois qu'on a parlé du mariage arrangé, le reste n'est absolument pas sordide, c'est-à-dire que Eli est vraiment un type charmant, et donc Afi va sincèrement en tomber amoureuse et sincèrement espérer que ce mariage va pouvoir fonctionner malgré son départ un peu particulier. C'est aussi un récit d'une jeune fille qui devient adulte, d'une jeune femme qui devient épouse, qui devient mère aussi à un moment du roman. Elle va reprendre son indépendance et c'est aussi le fil rouge du roman, c'est comment cette jeune fille un peu influençable au début va petit à petit décider que ça ne suffit pas, que quelque part on va aller gratter au-delà des paillettes et du paraître et que ce qu'elle cherche est quelque chose de beaucoup plus authentique. À mon avis, ces deux lectures-là qu'il faut avoir et qui en font un premier roman, je trouve extrêmement savoureux. Au vent des îles, The Visitants de Randall Stowe, sorti le 22 août. Servi une nouvelle fois par une couverture très réussie de Gabriel Ambrim, The Visitants est le seul titre au vent des îles pour cette rentrée littéraire. Publié en langue anglaise en 1979, il est aujourd'hui disponible en français, magistralement traduit par Nadine Gassi, traductrice de David Malouf, de Tim Winton pour l'Australie, de Stephen King pour les États-Unis, entre autres. C'est un roman polyphonique exigeant, dont l'histoire se déroule dans les îles Tobriand à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1959. L'auteur y explore le thème des ravages de la colonisation dans le contexte sauvage et hostile de ce qui, à l'époque, est le territoire australien de la Papouasie. Ce récit surréaliste et violent est un concert de voix indigènes et coloniales, chacune témoignant de sa version des événements entourant le suicide de l'officier australien en poste dans la région, atteint de paludisme et de dépression.
s'y greffent des thèmes insolites tels que l'apparition d'ovnis, basés sur des témoignages de 59, la pratique du cargo culte ou encore la question de l'alcoolisme des colons, de la sexualité et de ses tabous et d'altérité aussi. Ce roman brillant, à la construction narrative audacieuse, est d'une modernité absolue. Il parle des tourments humains, aussi bien à l'échelle individuelle que collective, avec une force et une intelligence vertigineuses. L'environnement naturel, loin d'être un simple décor, participe à la narration, il en est même le cœur palpitant. Le lecteur plonge irrésistiblement dans une transe fiévreuse et envoûtante, un choc. The Visitants est un texte magistral et unique dans sa forme, d'une richesse infinie, faite de complexité et subtilité, tragique et burlesque à la fois, bref, un chef-d'œuvre, non seulement de la littérature australienne, mais aussi, à notre sens, de la littérature mondiale. Nous sommes ravis d'apporter au lecteur français le premier texte traduit de cet auteur incomparable et, petite confidence, nous avons l'ambition de publier l'ensemble de son œuvre. Alors, Plexiglas, c'est un roman d'Antoine Filias, ici présent, qui paraît chez Asphalt le 22 août, qui se passe sur une année dans la ville de Cholet, en Maine-et-Loire. Pas exactement dans la ville de Cholet, mais en périphérie, dans la zone commerciale, donc la ZAC de Cholet. Et le personnage principal s'appelle Elliot. Elliot a quasiment 30 ans, il n'a plus de travail, il a une jambe esquintée, et il revient dans sa ville natale au début du roman. Et en fait, il va se faire peu à peu adopter par la communauté du centre commercial qui est voisin de sa maison. Et donc, on va apprendre à connaître tous ces personnages qui travaillent tous les jours dans les commerces, qui font tourner les commerces. Et parmi eux, Lulu. Lulu, c'est la caissière de Carrefour. Lulu a quasiment 60 ans. Elle a l'âge de la maman d'Elliot. Et entre ces deux personnages, Elliot et Lulu, va se nouer une amitié incroyable qui va être le fil rouge du roman. C'est un roman plein de légèreté et d'ironie, tout en abordant des sujets graves et importants comme le monde du travail et sa violence, les liens entre les générations, l'engagement politique, la fin de vie. Et la force du roman, c'est que c'est un roman humain qui repose sur ses personnages et qui déborde de vie. Et d'ailleurs, on se sent immédiatement proche de ces personnages et il y a une énorme tendresse en fait qui transparaît de la part de l'auteur. C'est aussi parce que moi, je suis né à Cholet et que j'ai grandi dans ce milieu, dans les centres commerciaux. Du coup, je me sentais très proche de ce milieu, cette ville, que je voulais vraiment cartographier. C'est une ville qui est peu présente en littérature et je voulais la transformer en décor de roman et transformer ces galeries commerciales qui sont un peu des non-lieux en vrais lieux, pas romantiques, justement, montrer le réel de ces lieux-là. Et on se pose des questions aussi bêtes que qu'est-ce que c'est d'avoir 30 ans, d'être homosexuel dans une ville comme Cholet? Qu'est-ce que c'est d'avoir 60 ans et de travailler le matin à Carrefour, l'après-midi, être seul? Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? À quoi on pense? À quoi on rêve? Et sans misérabilisme, avec toujours, j'ai essayé de mettre de l'humour et de rendre ces personnages vivants. On connaît Soupa Cholet, ces non-lieux, on les a dans toute la France, dans toutes les galeries commerciales, ces parkings, ces jolis mètres de la vie, et être assez le plus réaliste possible, le plus ancré dans le réel possible. Alors, Madame Victoria, Catherine Leroux, donc à paraître aux éditions Asphalt au mois de septembre, c'est un roman qui est basé sur un fait divers tragique. En 2001, le squelette d'une femme a été retrouvé à côté de l'hôpital Royal Victoria. Malgré toute l'enquête, on n'a jamais pu savoir qui était cette femme, d'où elle venait. Encore maintenant, on n'en sait rien. Et elle est juste appelée sous le nom Madame Victoria. Donc il y a un documentaire qui a été fait par la télévision canadienne, qui a été diffusé 10 ans après, qui relate toute cette histoire, qui est passionnante d'ailleurs, et que Catherine Leroux, donc l'autrice de ce livre, a vu et dont elle est ressortie profondément bouleversée. La question c'est comment une femme peut-elle disparaître de façon aussi triste et aussi anonyme dans une ville aussi peuplée que Montréal, à côté d'un lieu comme un hôpital où il y a autant de passages. Donc elle a décidé de recourir à la fiction pour redonner non pas une vie à Madame Victoria, mais une multitude de vies. Toute une galaxie d'existences potentielles. Elle donne en fait plusieurs existences à cette Madame Victoria, de bas en haut de l'échelle sociale. Elle en fait une policière, elle en fait une comptable, elle en fait une gardienne d'enfants, elle en fait même une esclave. Ainsi, elle redonne voix à toutes ces possibilités de Madame Victoria qui auraient pu être. Laquelle est la vraie Madame Victoria? On ne peut pas le savoir. C'est aucune, ou c'est tout à la fois peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de ce titre,
chaque vie de Madame Victoria devient de moins en moins plausible. Le roman historique va s'enrider, le fantastique va s'enrider, le surnaturel va être aussi la fête. Finalement, c'est pas tellement la recherche de la Madame Victoria à laquelle se consacre Catherine Leroux, c'est vraiment redonner voix à toutes ces femmes qui ont été oubliées, toutes ces femmes qui ont disparu, toutes ces femmes qui souvent ont été assassinées. Beaucoup de féminicides au Canada, et pas seulement au Canada. Et grâce à cette série de portraits, en fait, elle redonne vie à toutes. Je vous présente la toute première entrée littéraire des Argonautes, le roman Ceux qui ne meurent jamais de Dana Grigorcha, qui paraîtra le 22 août. Dana Grigorcha est une autrice suisse d'origine roumaine et qui dit Roumanie dit tout de suite Dracula. C'est donc une adaptation contemporaine du thème de Dracula, plein de carnage et de vengeance et de mystère. Dana Grigorcha, tout comme sa protagoniste, est issue de cette intelligentsia bohème de Bucarest et elle nous amène donc dans cet univers assez enchanté et baroque de ses vacances dans l'enfance dans une petite ville près de la Transylvanie où on se riait du régime communiste et surtout de son mauvais goût. Quand elle revient adulte dans ce monde assez bucolique, tout a changé. Les jeunes sont partis à l'ouest pour des meilleurs salaires, les anciens cadres communistes sont plus corrompus que jamais et l'usine textile est abandonnée, même si de temps en temps la petite rivière derrière la villa de la Grande-Tante se teinte toujours en rouge sang. C'est donc là que l'autrice fait ressurgir l'esprit de Vlad l'Empaleur, ce leader assez féroce, toujours très vénéré en Roumanie et qui est à la base du roman Dracula de Bram Stoker. Ceux qui ne meurent jamais est donc un roman entre rêve et réalité, entre passé et présent, qui est hautement sensuel et atmosphérique. C'est extrêmement drôle comme l'autrice décrit cette société post-communiste à travers l'histoire des vampires, mais ce que nous avons surtout aimé, c'est la façon de laquelle elle nous rappelle que les opportunistes, les populistes et tout autre suceur de sang de très mauvais goût sont souvent déjà parmi nous. Bonsoir. Je ne sais pas si je passe en premier ou en dernier, je sais que vous passez un moment difficile, un moment peut-être même pénible, à écouter des éditeurs en train de vous dire que leur livre est sans aucun doute le meilleur de cette rentrée. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous, parce que ce n'est pas évident. Et je me demande si à tout il est question que je vous dise tout le bien que je pense du livre que nous allons éditer, Nicolas et moi, cette année, qui s'appelle La méfiance du gibier. Parce que je me dis que ce genre de livre, pour avoir une chance qui vous plaise, il faut que vous jetiez un œil dedans. Il faut que vous rentrez dedans. Si je vous raconte que c'est l'histoire d'un gardien de musée qui lutte toute la journée contre l'ennui et qui va se réfugier dans la littérature pour trouver des raisons de devenir héros, c'est pas certain que ça vous donne envie. Or, moi j'ai envie que vous jetiez un œil sur ce livre qui s'appelle La méfiance du gibier. Alors, plutôt que de vous le raconter et d'être comme mes camarades éditeurs qui ont sans doute été brillants, je vais vous proposer quelque chose de fort, d'intense, que nous allons faire ensemble. Et je vais vous proposer un hommage à tous ces gardiens de musique que nous ne voyons pas, en faisant avec vous, avec intensité, émotion, une minute de silence. Et pendant ce temps-là, je pense que vous pouvez un peu vous reposer, vous parler à votre voisin, enfin, faire quelque chose qui vous donnera l'impression que cet après-midi n'est pas totalement perdu pour vous. Voilà, c'est parti. N'ayant pas de montre, je ne sais pas du tout si la minute est écoulée, mais je pense que déjà ça a déjà été assez long pour vous. Je vous remercie donc et je vous invite, quand vous pourrez, à jeter un coup d'œil sur La méfiance du gibier, le roman de la rentrée de l'Arbre
vengeur. Merci, tout à l'heure. Alors Gilles, tu as un grand bonheur à nous faire partager aujourd'hui. Mais Anne-Sophie, pas seulement, toi aussi tu as un bonheur à partager. Ah, lequel ? Alors, on a le grand bonheur de vous dire qu'on retrouve dans notre catalogue Jean-Pierre Gattegno avec un nouveau livre qui s'appelle L'étrange journée de Raoul Sevilla. Alors pourquoi avons-nous le plaisir de retrouver Jean-Pierre ? Ah, mais je voudrais bien que tu le précises, justement. D'abord parce que c'est un auteur très sympathique, en plus parce qu'il a beaucoup d'humour, et troisièmement parce qu'il raconte vraiment bien les histoires. Ah, il sait raconter les histoires, c'est vrai. Quelle histoire alors ? D'abord, ça se passe quand ? L'histoire se passe en 1960 à Paris, c'est un lycéen de banlieue qui décide de faire l'école buissonnière et de passer la journée à Paris. Par où il arrive ? Il arrive par la gare du Nord, il commence par rencontrer la dame qui pile de la gare du Nord, il rencontre le bagagiste de la gare du Nord, un certain nombre de personnages hauts en couleur pendant tout son trajet parisien, qui passe aussi par le boulevard Saint-Michel, la rive gauche. Et à chaque fois, il croit les gens, des fois il se fait avoir, il se fait notamment avoir par une rescapée de la Shoah, qui finit par le déplumer littéralement. Et moi, je dirais simplement que ce garçon, qui a fait l'école buissonnière, en fait, un peu comme un voyage initiatique, eh bien, il est parti le matin, c'était un petit garçon couvé par sa maman, et il rentre le soir, transformé, et presque devenu adulte, un grand adolescent. Un garçon qui rêve de devenir écrivain. Et alors, c'est un roman dans lequel il y a de l'aventure. De l'amour ? Et du sexe. Waouh, on raconte pas tout. Alors, dans la version, un premier roman de Deborah Lévy, l'auteur nous entraîne à la rencontre d'une peuplade étrange, merveilleusement insaisissable, et elle se lance dans ce qu'en histoire de l'art on appelle l'ekphrasis, c'est-à-dire la description un peu minutieuse, mais qui chez elle va être une sorte d'observation poétique de un peu tous leurs faits et gestes, leur artisanat, leurs habitudes alimentaires, leur rapport très étrange au temps et à l'espace. Enfin, c'est comme une sorte de carnet d'anthropologue dont le terrain serait celui de la fantasmagorie la plus totale, en fait. Donc déjà, ce sont des individus en mue perpétuelle, dans le sens où ils sont dans l'idée de changement de peau. Ils portent pas des vêtements, ils portent des parures, ils se marquent la peau, ils sont dans le trouble de l'identité, puisque dans le changement d'identité, puisqu'il n'y a pas d'identité. Ce qui souligne le fait qu'ils sont surtout liés par la communauté et non dans l'individualité. Ça forme complètement une sorte de contre-modèle par rapport à notre société, puisqu'ils sont très peu matérialistes. Elle dessine presque une utopie qui, par rapport aux autres utopies de notre histoire littéraire, politique même, va se situer complètement dans le surréel. On est complètement dans les références au surréalisme, aux machines de Moulari, aux boîtes de Joseph Cornell, puisque les personnages transforment des petits coffres où c'était pas des objets mémoriels, mais des éléments qu'ils ouvrent et qu'ils échangent éventuellement avec d'autres. On est dans tout cet univers qu'elle s'est rassemblé, donc c'est un roman très très original sur la question de l'altérité, et où l'onérisme va côtoyer des visions surréalistes aussi fascinantes que bouleversantes. Charles Salem est le narrateur de Perles de Jean Carrère qui va paraître en septembre 2023, et c'est un personnage complètement cynique et désabusé voire meurtri, parce qu'il a été reporter de guerre très jeune. Il a couvert les conflits au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. Ces souvenirs-là vont rythmer un texte par ailleurs délirant, en fait. Et là, on le suit au moment où, après une histoire d'amour tumultueuse, il va quitter Istanbul pour Bangkok, avant d'être envoyé au Cambodge pour faire un reportage sur les Khmers rouges.
Et donc, il va retrouver des amis et il va s'engager dans un pari risqué, c'est-à-dire retrouver le fils de son meilleur ami, Anton, qui est un tenancier d'une sorte de poule, dont maintenant j'aime beaucoup le nom, qui s'appelle l'éponge, tout simplement. Et il dit, pour vous donner une idée de la tonalité de l'écriture, comme un connard de première, je lui ai dit, t'inquiète, je vais le retrouver. Et s'ensuit des péripéties rocambolesques à travers tout le pays. Et donc, on va rencontrer des prostituées, assister à des combats de boxe. Le narrateur fait une consommation effrénétique de drogue, d'alcool. Et il a des camaraderies complètement improbables. Donc, le guide Godard n'a qu'à bien se tenir, parce que là, on est vraiment dans le guide des bas-fonds. Et en même temps, c'est comme une sorte de chevauchée fantastique. C'est un roman absolument flamboyant, avec, sous les vapeurs d'alcool qui dominent, on va dire, il va y avoir ces flashs de mémoire lucide sur la détresse des civils, des souvenirs qui vont revenir d'Irak et de Syrie, notamment la mort d'enfants, etc., qui va venir un peu rompre ce rythme frénétique, mais qui ne fait que rendre ce roman aussi énergique et désinvolte, flamboyant, déroutant et surtout bouleversant.